Bonjour tout le monde, c'est Guillaume de Digital Loire Vallée. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler RGPD. Pour ça, on accueille Camille Chaussonnière. Bonjour Camille. Bonjour à tous. Alors, Camille n'a pas choisi d'être masquée aujourd'hui. Elle a des petits soucis techniques qui font que vous ne la verrez pas à l'écran, mais elle est bien présente. Et vous verrez surtout sa présentation. Mais en tout cas, elle est là pour écouter vos questions, enfin les lire surtout. Et puis, bien évidemment, c'est elle qui va faire cette présentation sur le RGPD. Donc, je ne suis pas confidentialité jusqu'au bout, je précise. Camille, tu es consultante RGPD et DPO externe. C'est exact. Voilà, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi ça consiste? Alors en fait, j'accompagne des entreprises sur le déploiement en fait du règlement général sur la protection des données personnelles. En tant que DPO externe, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop, en fait, avec le RGPD, on a introduit un nouvel acteur qui s'appelle le délégué à la protection des données, donc Data Protection Officer, d'où le DPO, qui est en fait chargé d'accompagner les entreprises et de les conseiller sur la mise en conformité et surtout de les représenter auprès de la CNIL en cas de contrôle. Et c'est ce que je propose en externalisé pour des structures qui n'ont pas les moyens de prendre un DPO en interne. Super. Alors, le RGPD, c'est quelque chose d'assez nouveau dans l'histoire du numérique et de la gestion des activités sur le web, mais c'est aussi quelque chose qui évolue beaucoup. Évidemment, quand on pense au RGPD, on pense à la CNIL, on pense à des choses pas forcément très agréables. J'ai fait un petit sondage hier sur LinkedIn et je pense qu'une bonne partie d'entre vous y ont répondu. La question que j'ai posée était assez simple. Je me demandais en fait, si je vous dis RGPD, vous pensez, et là j'ai proposé 3 choses. 1, sanction, 2, contrainte, 3, opportunité. Et je vous donne en direct les résultats de ce sondage. À 52%, vous avez choisi contrainte. 33% opportunité, c'est pas mal quand même. C'est assez, donc ça, on va en parler. Et puis 14% sanctions. Donc, c'est pas forcément les sanctions qui ressortent en premier, c'est surtout les contraintes, mais il y a aussi les opportunités. Justement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec toi, Camille, c'est comment le RGPD peut constituer une opportunité business, comment on peut utiliser le RGPD, non pas comme un lot de contraintes, justement, même s'il y en a, mais comment on peut l'utiliser positivement dans son activité pour se démarquer et demain être plus performant en fait. Voilà, je vais laisser Camille faire sa présentation maintenant, sachant qu'on a eu aussi des questions en amont, on avait sollicité la communauté. On a voulu faire un format un petit peu différent d'habitude avec un système de FAQ. Voilà, donc des questions qui viennent de vous en amont et sur lesquelles Camille a bien bossé pour que ce soit le plus clair possible. Et puis bien sûr, si vous avez de nouvelles questions ou si vous voulez approfondir certains points, n'hésitez pas, vous avez bien sûr le chat, l'espace questions, c'est fait pour ça. Voilà. Merci encore Camille, je te laisse prendre la main et puis tout nous dire sur comment on transforme le RGPD en outil de performance. Très bien. Merci Digital Loire Vallée de m'avoir proposé d'animer ce webinaire. C'est vrai que quand on a voulu aborder la thématique du RGPD, on a essayé de vouloir vous apporter ça sous un angle un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Vous avez l'habitude de voir un petit peu des cours magistraux de droit là-dessus. Le RGPD, maintenant, il va avoir 4 ans. Donc, on a un peu de recul maintenant sur sa mise en application et on a des retours terrain. Donc, des retours terrain, moi, à titre d'expérience personnelle et aussi, j'ai sollicité l'avis de spécialistes sur le sujet sur l'association dans laquelle je fais partie, pour avoir un petit peu des retours sur en quoi ça peut être un facteur de performance. Donc, je ne vais pas m'éterniser rapidement sur la présentation vu que Guillaume l'a déjà faite. Je suis Camille Chaussonnière, je suis consultante RGPD et DPO externe et j'ai fondé la société CC Compliance, en fait, qui a destination à accompagner des structures sur la mise en place du RGPD. Donc, en tant que DPO externe, je coach aussi des DPO débutants sur leurs fonctions pour les accompagner sur la méthodologie. Je fais des audits de conformité et je fais des prestations un petit peu sur mesure, notamment pour des startups qui veulent, pour leur projet, intégrer une problématique de protection des données pour proposer des fonctionnalités ou aider leurs clients à se mettre en conformité. Je suis également certifiée AFNOR et je fais partie de l'Association française des correspondants informatique et liberté, en fait, une association de DPO. Donc,
Pour rentrer dans le cœur du sujet, donc effectivement, avec Guillaume, on a voulu choisir un format un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, à savoir en première partie traiter vraiment en quoi le RGPD est un facteur de performance, et sur la deuxième partie, effectivement, un système de FAQ. Donc je remercie encore ceux et celles qui ont joué le jeu pour alimenter un petit peu le contenu de ce webinaire. Donc on va y répondre dans un deuxième temps. J'ai fait une sélection de questions. Donc, déjà, pour que tout le monde soit un petit peu dans les clous, sache un petit peu de quoi on parle, je fais rapidement un petit rappel des grandes lignes du RGPD pour qu'on soit sûr que tout le monde comprenne de quoi on parle. Donc, le RGPD, c'est quoi? C'est le règlement général sur la protection des données personnelles. C'est un règlement européen, en fait, qui est destiné à protéger les données personnelles des résidents de l'Union européenne, à savoir les personnes physiques, que leurs données soient traitées sur le territoire de l'Union européenne comme en dehors. Donc, par exemple, une entreprise canadienne peut se retrouver confrontée au RGPD parce qu'elle traite des données de résidents de l'Union européenne. Parmi les grands ajouts, on a notamment le renforcement du consentement, avec les conditions d'application qui s'en découlent. Les marketeurs parmi vous, je pense que ça va leur parler, à savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on collecte un consentement, est-ce qu'on ne le fait pas, etc. Donc, il y a notamment une notion de preuve en fait, du consentement qui a été introduite. Au niveau des obligations, on a également des obligations sur la sécurité des données, que ce soit des données papier ou informatiques, avec les mesures à la fois techniques, donc politique de mot de passe, gestion des habilitations, le réseau, etc., comment on sécurise, et les données papier, parce qu'effectivement, les données personnelles, elles peuvent être aussi sur des formats papier, même si je pense que le public ici est plus version numérique. On a des obligations de transparence. Quand je dis transparence, c'est-à-dire informer les personnes, c'est-à-dire vos clients, vos utilisateurs, vos prospects, vos salariés, de l'usage en fait que vous allez faire de leurs données personnelles, c'est-à-dire pourquoi vous les traitez, qui les traite, à qui vous les adressez, etc. Et des conditions de licéité pour les organismes, c'est-à-dire qu'est-ce qui légalement va autoriser votre traitement de données. Est-ce que vous allez traiter les données parce que vous demandez l'accord à l'utilisateur? Est-ce que c'est dans le cadre d'acceptation de conditions générales d'utilisation? Ou est-ce que c'est parce que vous répondez à une obligation légale? Ensuite, vous avez une conservation des données limitée dans le temps. Donc ça, je sais que ça ne plaît pas beaucoup à certains. Les données prospects, notamment, où on se retrouve avec des bases qui datent un petit peu et qui n'ont plus vraiment de pertinence à être conservées. En gros, l'idée, c'est qu'on va traiter des données pour un objectif défini. Une fois que l'objectif est accompli, les données doivent être supprimées, sauf si, par exemple, vous vous êtes défini un délai de rétention, par exemple, pour des conditions administratives ou légales, et à l'issue de ce délai, vous devez supprimer les données. Ensuite, vous avez la désignation obligatoire d'un délégué à la protection des données. Donc, on l'a expliqué tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus, à savoir que juste certains organismes rentreront dans les conditions de désignation obligatoire, ce n'est pas systématique. Ensuite, on a un renforcement des droits des personnes sur leurs données personnelles, donc notamment, je pense que vous connaissez tous le droit d'accès ou le droit au déréférencement. Légalement, maintenant, avec le RGPD, vous avez une obligation légale en fait, de répondre à ce droit dans un délai d'1 mois, sous peine de potentielles sanctions. Et en fait, vous avez de nouveaux droits qui ont été introduits depuis le RGPD, comme le droit de portabilité, le droit de limitation ou le droit d'effacement. Ensuite, vous avez la documentation de la conformité pour les organismes. Donc, peut-être que certains parmi vous ont eu l'occasion, avant le RGPD, de faire des déclarations à la CNIL, genre autorisation unique ou déclaration simplifiée, ce genre de choses. Dorénavant, en fait, on est sur une logique inversée, c'est-à-dire que vous n'avez plus de déclaration à faire. En revanche, vous êtes sur une logique de responsabilisation, c'est-à-dire qu'en fait, vous devez documenter spontanément toutes les mesures que vous mettez en place pour vous mettre en conformité. Donc, par exemple, vos contrats, vos mesures de sécurité, ce genre de choses. Et dernier grand ajout du RGPD, c'est protéger les données personnelles dès la conception d'un traitement. Donc ça, c'est un petit peu obscur. Pour vous donner un exemple un petit peu plus concret, vous développez par exemple une application smartphone qui va servir à par exemple donner des avis sur des lieux touristiques que vous visitez. L'idée, ça va être au moment où vraiment vous allez faire un peu le cahier des charges de votre outil, que vous allez le concevoir, ça va être un petit peu balayer une checklist des grands principes du RGPD pour savoir si vous pouvez le mettre potentiellement dans les clous dès sa sortie. C'est-à-dire qu'en fait, au moment de la conception, vous allez dire, OK, à quoi va servir cet outil? Il va servir à donner des recommandations sur des lieux touristiques. Pour cet objectif-là, quelles données vous allez traiter? Comment vous allez les sécuriser? Où vous allez les stocker? Est-ce que vous allez faire appel à des sous-traitants? Combien de temps vous allez conserver les données, etc. L'idée, c'est qu'en fait, à la mise en production de l'outil, vous ayez déjà, entre guillemets, un certain pack conformité sur votre outil. Après, bien évidemment, en fonction de ces évolutions-là, il faudra adapter l'outil avec la réglementation. C'est tout pour le cours magistral de droit.
On va rentrer dans le thème du sujet. Donc, on a ressorti 4 grandes thématiques en fait sur en quoi le RGPD est un facteur de performance. Alors, je demande peut-être entre-temps, peut-être qu'il y a eu des questions rapidement ou pas sur la première partie. Non. Pour le moment, il n'y a pas de questions. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat ou dans l'espace questions. N'hésitez pas, on les prend au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment c'est fait pour ça. Très bien. Bon, pas de questions. Je continue. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, une des grandes thématiques qu'on a identifiées avec le RGPD sur les opportunités que ça a apporté, c'est qu'en fait, la protection de la vie privée, c'est un moyen d'améliorer un peu son image. Donc, je pense que tout le monde a remarqué depuis quelques années maintenant, il y a quand même une espèce de méfiance qui s'est développée avec l'usage des données personnelles, notamment avec les GAFAM, tous les scandales qu'on a eu autour de la donnée avec Cambridge Analytica, les fuites de données. Il y a l'assurance maladie qui a justement une fuite de données la semaine dernière. Du coup, la médiatisation du RGPD qui a aussi joué dessus. Donc, en fait, on a observé qu'effectivement, maintenant, la protection des données, c'était devenu un peu un enjeu sociétal, c'était devenu grand public. Les gens savent de quoi on parle. Par exemple, vous parlez de cookies aujourd'hui. Maintenant, le grand public sait ce que c'est qu'un cookie. Il y a encore 4-5 ans, vous parliez de cookies, les gens ne savaient pas ce que c'était. Donc, en fait, ce qui est apparu, c'est qu'avec le RGPD, on s'est rendu compte qu'en fait, des sociétés qui sont respectueuses de la vie privée, en fait, ça dégageait un espèce de facteur de confiance de leurs potentiels utilisateurs et clients, voire même de leurs prospects, ou même des gens un petit peu réticents aux technologies qui, en fait, vont sauter le pas un petit peu plus facilement. On est vraiment dans une démarche de RSE. La protection de la vie privée, effectivement, c'est devenu un argument concurrentiel, un argument commercial plutôt. On voit notamment beaucoup Apple qui le met en avant sur sa communication. Les développeurs, je pense parmi vous, verront de quoi je parle. Notamment, vous savez, sur l'Apple Store, vous avez toute une zone dédiée à la protection des données où vous pouvez renseigner en fait les données que vous avez traitées, pourquoi et à qui vous les adressez sur la page dédiée de votre application. Donc, si je peux vous recommander des bonnes pratiques vraiment pour valoriser cet aspect-là, ce serait tout d'abord de bien informer les personnes en fait de l'usage que vous allez faire de leurs données personnelles. C'est-à-dire, on ne vous demande pas un pavé avec un texte juridique ultra compliqué, mais une petite mention, par exemple, sur un formulaire de contact, un formulaire de collecte. Vous allez demander des données. Vous mettez, par exemple, un petit pop-up qui va informer dans un langage assez clair, assez compréhensible, l'usage que vous allez faire des données. C'est suffisant. Après, vous pouvez toujours envoyer une politique de confidentialité plus complète, par exemple sur une page dédiée de votre site Internet. Donc, l'idée, c'est que l'information soit compréhensible, que le public, peu importe lequel public vous avez en face, surtout des personnes, par exemple, protégées ou vulnérables, soient en mesure de comprendre ce que vous faites de leurs données, que l'information soit accessible. Donc, dans l'idée, un formulaire de collecte, hop, une mention légale, et surtout adapté au parcours utilisateur. Donc, on sait très bien que un client, un utilisateur ou un prospect, ils vont avoir un peu un cycle de vie dans votre process métier, dans vos outils ou autres. L'idée, c'est qu'en fait, au fur et à mesure de ce process, vous avez potentiellement des collectes de données supplémentaires, et là, ça va être de les informer en fait au fur et à mesure de ce parcours-là, pour que ce soit toujours clair pour eux. Donc ça peut être l'occasion justement pour les communicants de faire des campagnes de communication un petit peu personnalisées en rebondissant un petit peu sur le sujet et en les informant au fur et à mesure. Donc ça peut être l'occasion de faire un peu des actions de fidélisation autour de ça. Deuxième aspect, respecter les droits des personnes. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a des droits qui ont été introduits et des anciens. Il y a les obligations des entreprises qui ont été renforcées sur cet aspect. Donc, ce que je peux vous recommander là-dessus, c'est, alors déjà en interne, vous pouvez très bien documenter une procédure en interne de la manière dont vous allez répondre à un droit dans le bon délai. Mais surtout, je pense aux développeurs notamment de solutions, d'applications, de logiciels ou autres. Très souvent, je vois des clients à moi qui ont des difficultés pour répondre à ces droits parce qu'en fait, leurs outils ne leur permettent pas, par exemple, de répondre à un droit d'accès ou un droit d'effacement. Ils n'ont pas de fonctionnalité dédiée. Donc, ça peut être une possibilité que vous pouvez leur offrir. Ça les aide à répondre à leurs obligations légales et c'est quand même un stress en moins. Vous pouvez par exemple pour avoir un petit peu un rendu de ce que ça donne, vous pouvez par exemple faire un tour sur LinkedIn, vous devez avoir normalement un onglet confidentialité qui vous permet par exemple de faire une extraction de toutes vos données. Ça vous donne un petit peu un aperçu de ce que vous pouvez proposer. Troisième aspect, bon les marketeurs ils vont encore grincer des dents je pense, c'est collecter un consentement éclairé. C'est-à-dire qu'un utilisateur, un client, un prospect va savoir au moment où il clique sur une case à cocher ou autre,
à quoi vont servir ces données personnelles. Ça, je trouve que ça s'intègre très très bien justement dans une démarche UI UX, dans le sens où il y a une certaine transparence pour l'utilisateur, ça le met en confiance, et sur l'aspect campagne de communication, ça va vous permettre un petit peu de faire le ménage dans votre base de données prospects. Moi, je l'ai vu notamment certains marketeurs qui me disaient effectivement, c'est pas un mal, ça me permet de faire un peu mon ménage dans ma base. J'ai 10 000 prospects, mais sur les 10 000, j'ai plein de données qui sont au niveau de la qualité qui sont plus terribles, par exemple des données inexactes, des adresses mail erronées, des faux mails ou autres. Donc, ça permet par exemple d'avoir une base de 2000, mais une base de 2000 qui est claire, qui est exacte, et du coup, potentiellement un taux d'engagement plus important sur vos campagnes de com. Petite précision sur le consentement que je viens apporter. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'absence de réponse ne vaut pas acceptation tacite. Donc, si vous envoyez, j'en vois un qui sourit en face de moi, si vous envoyez par exemple un formulaire de collecte de consentement, si la personne ne répond pas, vous devez considérer que c'est un non. Et sachant que faites très attention sur le consentement, il y a eu plusieurs sanctions l'année dernière par la CNIL, notamment par des TPE et des PME qui faisaient de la prospection, notamment téléphonique, et qui se sont fait épingler parce que justement, le consentement de l'utilisateur ou du prospect n'était pas demandé, et ça agace très très vite et ça vaut des signalements à la CNIL. Donc vraiment, faites attention à cet aspect-là. Deuxième thématique, RGPD et relations d'affaires. Donc, on sait très bien que dans nos activités respectives, on ne traite jamais les données personnelles tout seul. On va toujours être en lien avec des prestataires, des partenaires commerciaux, des institutions ou autres. Du coup, les données vont transiter un petit peu entre chacun. Ce qu'on constate aujourd'hui, il y a notamment certaines startups, dont des membres de Digital War Valley qui me l'ont fait remarquer. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant, avant de passer un marché, en fait, qui vont vous demander des garanties. C'est notamment le cas si vous voulez travailler avec des grands comptes. Avant de vraiment établir une relation d'affaires avec vous, ils vont vous demander au préalable quelles garanties vous pouvez leur apporter vis-à-vis du RGPD ou de la sécurité. Donc, par exemple, on va vous demander si vous avez nommé un DPO, si vous avez un registre des traitements, si vous êtes certifié ISO, ce genre de choses. Vraiment, ça va être un petit peu, c'est devenu un petit peu la norme aujourd'hui. Donc justement, c'est pour vous une occasion un petit peu de rebondir là-dessus en mettant en avant le fait que vous êtes un service quand même assez qualitatif, parce que vous avez un process un petit peu qualité autour de la donnée, et surtout votre fiabilité dans le sens où en fait vous avez une vraie préoccupation de la réglementation et que vous la respectez. Sachant que avec le RGPD, il y a une grosse évolution. Le responsable, vous avez en fait deux acteurs, le responsable de traitement, qui va être l'organisme qui va traiter les données et qui va décider pourquoi il traite les données et les moyens qu'il met en place, et le sous-traitant. Le sous-traitant, il va traiter des données personnelles pour le donneur d'ordre qui est le responsable de traitement. Du coup, en fait, depuis le RGPD, maintenant, le sous-traitant peut être sanctionné au même titre que le responsable de traitement, et le responsable de traitement peut être sanctionné pour ne pas avoir bien sélectionné son sous-traitant. C'est pour ça qu'en fait, on vous demande en amont des garanties pour éviter ce genre de sanctions. Donc, en fait, si vous êtes en conformité, vous allez potentiellement aider vos interlocuteurs à se mettre en conformité et du coup assurer leur gestion des risques. Parce qu'on est bien d'accord qu'une violation de données, ça peut faire un petit peu désordre, une faille de sécurité ou autre, c'est pas toujours très très bien vu, aussi bien au niveau de vos clients que de vos partenaires. Donc, globalement, avec le sous-traitant, ce qu'on va vous demander, si vous êtes sous-traitant, c'est de présenter des garanties suffisantes, c'est-à-dire en termes de conformité, sécurité des données, transparence, licéité, ce genre de choses. Et surtout, une obligation d'assistance et de conseil de votre donneur d'ordre. C'est-à-dire que certaines obligations de votre donneur d'ordre vont nécessiter votre assistance. Je prends l'exemple typiquement d'un hébergeur. Vous êtes hébergeur, donc vous êtes le sous-traitant d'une entreprise cliente. Cette entreprise cliente se voit demander un droit d'accès, sauf que les données au final sont hébergées chez vous. Vous allez donc devoir assister votre responsable de traitement en lui aidant à communiquer l'ensemble des données à la personne qui a exercé son droit. Donc, je reprécise bien, la CNIL peut sanctionner le responsable de traitement et le sous-traitant. Ça s'est notamment vu l'année dernière où une entreprise s'est vue sanctionnée parce que son sous-traitant ne présentait pas des garanties suffisantes de sécurité je crois, c'était sur un site qu'il avait développé, et notamment, il s'était pas prémuni sur tout ce qui était credential stuffing, je crois.
Et du coup, le sous-traitant a été sanctionné et le responsable de traitement par la même occasion pour ne pas avoir contrôlé suffisamment. C'est quelque chose qui est nouveau, ça, l'implication du responsable de traitement et du sous-traitant. Ouais, ça c'est depuis le RGPD. À l'époque de la loi informatique et liberté, on n'avait pas le sous-traitant avait quasiment pas de responsabilité. Maintenant, le sous-traitant va être sous-traitant en fait pour les traitements qu'il fait pour le responsable de traitement, mais il va être aussi responsable de traitement sur les traitements qu'il va faire pour son compte. Donc, par exemple, un hébergeur, il va faire des traitements pour son donneur d'ordre, mais il va avoir par exemple ses salariés. Donc, du coup, ses salariés, il n'a pas de notion de sous-traitance, il les traite pour son compte, il va faire un traitement donné, il va être responsable de traitement là-dessus. Voilà. Donc, les bonnes pratiques que je peux vous recommander là-dessus, tout d'abord, si vous êtes sous-traitant, pensez à prévoir une documentation. J'entends par là une documentation, par exemple, de vos mesures de sécurité, notamment, je pense aux hébergeurs tout particulièrement. Par exemple, quelle politique de sécurité vous mettez en interne, est-ce que vous êtes certifié, ou alors comment vous sécurisez votre réseau, etc. Et une documentation en fait sur votre mise en conformité, notamment je pense au fameux registre des traitements. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le registre des traitements, en fait, ça va être un petit peu le document de base qu'on va vous demander dans votre conformité. Ça va être en fait la cartographie des traitements de données que vous réalisez. Par exemple, tel service va traiter des données dans tel but, telles données vont être traitées, combien de temps elles vont être conservées, à qui elles vont être adressées. Sachant que le sous-traitant doit tenir un registre sous-traitant qu'il doit potentiellement communiquer à son responsable de traitement. Deuxième chose très importante, et ça je le vois beaucoup, malheureusement je le vois encore un peu trop souvent sur les entreprises que je suis, pensez à encadrer les traitements de données que vous réalisez, c'est-à-dire faites des contrats. Ça peut paraître un petit peu rébarbatif, un petit peu lourd dans le process, mais moi j'ai vu notamment des clients à moi qui se sont retrouvés dans des situations un petit peu compliquées, dans le sens où par exemple il y avait le prestataire qui avait une faille de sécurité ou une demande de droit d'accès, et comme les rôles de chacun et les responsabilités n'avaient pas été bien répartis, c'était un petit peu la panique justement pour répondre aux obligations dans le délai légal. Notamment, je pense notamment à tout ce qui est violation de données. Donc, par exemple, vous avez une fuite de données, légalement, vous devez le signaler à la CNIL dans les 72 heures. Et si vous ne l'avez pas bien réparti, les responsabilités de chacun, qui doit communiquer, à quel moment et tout, vous pouvez potentiellement vous retrouver hors délai et avoir des problèmes. Alors justement, j'en profite, Camille, Olivier nous dit dans le chat, c'est quand même assez complexe la gestion des traitements. Là, tu expliques qu'il y a différents niveaux, on parle du responsable de traitement, du sous-traitant qui est lui-même impliqué, qui va avoir sa propre activité, ses propres données, et puis les données de son donneur d'ordre. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça quand c'est évidemment pas le cœur d'activité du sous-traitant en l'occurrence? Comment on fait? Pour moi, ça va être bien commencer par bien cartographier en fait les traitements de données qu'on fait pour son propre compte et les traitements qu'on va réaliser pour d'autres acteurs. Donc, il faut distinguer. Ouais, déjà, pour moi, il faut distinguer les activités, c'est-à-dire activité en propre, en tant qu'entreprise, et activité de sous-traitance pour le compte d'un donneur d'ordre. C'est ça, parce que vous aurez certaines obligations qui seront différentes en fonction de si vous êtes sous-traitant ou responsable de traitement. Par exemple, répondre à une demande de droit, normalement, ça va être le responsable de traitement. Mais, attention, ça peut être potentiellement délégué contractuellement au sous-traitant. Par exemple, si c'est le sous-traitant qui, au début de la chaîne de collecte, par exemple, qui administre une application pour un responsable de traitement, c'est lui qui, en direct, va avoir la demande, puisque les gens vont avoir le réflexe de le solliciter lui, vu qu'il est en amont de la collecte. Donc, ça peut, par exemple, être délégué contractuellement. Ça ne se voit pas trop pour le moment, mais c'est une possibilité. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, de toute façon, c'est le début de votre mise en conformité, c'est tout d'abord de bien identifier vos traitements de données. On va en reparler justement dans la thématique suivante. C'est de bien identifier quelles données vous traitez, dans quel but, est-ce que vous les traitez pour vous, est-ce que vous les traitez pour le compte de quelqu'un? Ça va être la base de tout. Et après, quand vous allez faire un contrat, ça va être identifier ça avec votre interlocuteur, à savoir si vous êtes le sous-traitant, si vous êtes le responsable de traitement, ou si potentiellement vous avez un niveau de responsabilité équivalent, c'est-à-dire que vous êtes co-responsable. Par exemple, si vous intervenez de manière complémentaire, mais qu'il n'y a pas de notion de donneur d'ordre. D'accord. Du coup, donc, je comprends que tu compléteras ça par la suite. Je relais une question de Jean-Loup qui demande si le fait de passer par un système cloud qui assure déjà des mesures de sécurité est suffisant comme indication à mettre dans le registre. Alors ça, c'est toujours un petit peu le problème, parce qu'il y a une certaine opacité quand on a recours au cloud. Déjà, de toute façon, la première chose qu'il va falloir vérifier, c'est le data center, si vous êtes situé dans l'Union européenne ou non. Et ce que je peux vous recommander pour l'usage du cloud, de toute façon, c'est pareil, on va en reparler un petit peu plus loin, c'est de contrôler la politique de sécurité.
Normalement, ils sont censés communiquer, vous fournir une documentation, par exemple Amazon Web Services, ils vont vous faire tout un laïus sur est-ce qu'ils sont certifiés ou non, si les données sont chiffrées, etc. Donc, ça va dépendre aussi des mesures de sécurité dont vous avez besoin, ça va dépendre aussi de la nature des données que vous traitez. Si vous traitez des données qui sont très touchy, très sensibles, par exemple des données de santé, effectivement, on va vous demander des mesures de sécurité proportionnellement plus importantes que si vous faites juste des emailing avec des noms et des prénoms. Mais ce que je peux vous recommander, c'est vraiment au préalable, quand vous utilisez une solution cloud, c'est de bien contrôler les conditions générales d'utilisation et la politique de sécurité qu'ils vous proposent. On va y revenir un petit peu plus loin. Ok, et je relais une autre question de Jean-Loup sur la cartographie. Quand tu parles de cartographie, est-ce que ça veut dire qu'il faut rédiger des documents en plus du registre ? Pas nécessairement, sachant que la forme du registre n'est pas gravée dans le marbre. Donc, si vous prenez le modèle de la CNIL, c'est pas forcément extrêmement parlant. En fait, ça va dépendre vraiment un peu du profil de la personne qui le fait. Quand vous allez voir, par exemple, quelqu'un un profil plus technique, IT, il va avoir un peu un process un peu cartographie métier, vous savez, assez schématique, alors que quelqu'un a un aspect un peu plus, avec un profil un petit peu plus juridique, va se rapprocher un peu plus du format de la CNIL. En fait, le format n'est pas gravé dans le marbre, donc vous pouvez vraiment l'adapter. Vous avez des prérequis de base sur les informations que vous devez mettre dans le registre, donc la finalité, les données que vous traitez, les durées de conservation, etc. Mais après, vous pouvez le construire un petit peu de la manière dont vous voulez. Ça peut être très bien sous forme de schéma, par exemple. Ok, très clair. Donc voilà. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Camille, je laisse continuer ta présentation. Tout bon. Je pense que tu vas aussi aller un peu plus en profondeur sur certains aspects. Il y a des sujets qui vont revenir. Troisième aspect, le RGPD pour optimiser ses pratiques. Donc ça, c'est beaucoup de DPO qui me l'ont remonté, des responsables qualité ou des contrôleurs internes. En fait, on s'est rendu compte que le RGPD se greffait très bien dans une démarche de qualité et de gestion des risques. Tout simplement pourquoi ? On parlait de cartographie des traitements. En fait, la première chose que vous allez faire quand vous allez vous mettre en conformité, c'est que vous allez faire un peu un état des lieux de vos process métiers, de vos applicatifs, de la façon dont vous travaillez, de vous échanger les données. L'idée, c'est que vous allez devoir identifier le parcours de la donnée personnelle et son cycle de vie dans votre activité. Et ça, c'est une activité qui est assez saine dans le sens où on sait tous qu'on a tous toujours plus ou moins un peu la tête dans le guidon. On n'a pas le temps de prendre du recul un petit peu sur sa façon de travailler, comment l'optimiser, comment l'améliorer. Et effectivement, on s'est aperçu qu'avec ce process-là, en fait, ça se greffait très bien sur un process de qualité parce qu'en fait, de toute façon, vous allez être obligé de repasser un petit peu en revue vos process sur l'aspect de la donnée, mais du coup, ça va s'étendre après sur les outils que vous utilisez, par exemple, le circuit de validation de l'information, ce genre de choses. Et ça va vous permettre, en fait, potentiellement de réajuster certaines pratiques. Par exemple, changer un peu les canaux de communication, faire évoluer un process métier en se disant, est-ce que cette information-là, j'ai bien besoin de la collecter ou alors est-ce que je la collecte un petit peu différemment, ce genre de choses. Par exemple, récemment, j'ai une mutuelle où forcément, vous parlez de mutuelle, il y a forcément des données de santé qui vont transiter. Toutes les fiches de soins étaient un peu remontées par plusieurs canaux de communication, notamment mail, courrier, etc. Sachant que c'est un peu moins sécurisé de passer par un mail. Ce que je leur avais recommandé, c'était d'encourager en fait leurs adhérents à passer par leur espace adhérent qui est sécurisé et qui est chiffré. Et du coup, ils ont fait des campagnes de communication autour de ça et ils se sont aperçus qu'en fait, c'était beaucoup plus facile dans le traitement derrière parce que du coup, il n'y avait plus qu'un gros canal de communication et que du coup, sur le traitement des informations derrière, c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc, en fait, dans cette optique-là, en fait, c'est vraiment potentiellement un outil qui peut vous permettre en fait, d'accélérer votre transition numérique en passant sur des outils un petit peu plus adaptés, plus sécurisés ou plus opérationnels vis-à-vis de vos nouvelles obligations. Oui, c'est-à-dire que finalement, c'est se saisir d'une opportunité liée à l'obligation, liée à la réglementation pour faire les bons choix et adopter des solutions qui sont tout de suite en phase avec le cadre réglementaire. D'ailleurs, on le voit beaucoup sur les DPO qui sont désignés. Il y a beaucoup de DPO qui, par exemple, qui vont être responsables de la qualité. Donc, du coup, effectivement, quand vous avez la qualité, vous avez la partie procès, vous avez la partie relation client. Et forcément, en fait, le RGPD, dans la démarche, en fait, la démarche est très similaire sur la forme. Et du coup, en fait, ça se greffe très bien dessus. Parce que du coup, dans la partie qualité des process, forcément, vous allez avoir le circuit de la donnée. Sur la partie relation client, forcément, quand on va parler un petit peu protection des données, il va y avoir l'aspect, effectivement, confiance et image un peu que vous allez renvoyer à vos potentiels prospects ou clients, etc. Donc, ça se greffe très, très bien dedans. Et dernier petit aspect que moi j'ai pu voir à titre personnel, notamment dans l'ancienne entreprise où je travaillais auparavant, on avait fait tout un process de purge des données, vous savez, donc je vous parlais des durées de conservation au tout début.
où en fait on a purgé ce qu'on appelle les données prospects dans le PRM, et on s'est aperçu en fait qu'on avait purgé les données qui avaient plus de 3 ans. On s'est aperçu que du coup on avait une base qui était beaucoup plus restreinte, effectivement, beaucoup plus qualitative, et que du coup on avait du gain de stockage, mais surtout du gain de performance, c'est-à-dire que l'outil tournait beaucoup mieux, tournait beaucoup plus vite. Donc ce n'est pas à négliger. Ce que je peux vous recommander du coup, c'est tout d'abord de bien identifier le parcours de la donnée. Ça va être un peu votre point de départ, et surtout, ça va être un peu votre fil conducteur tout au long de votre mise en conformité, que vous fassiez, que ce soit pour la mise en conformité complète d'une entreprise ou d'un procès ou d'un métier ou d'un outil, pardon. Si vous faites une application, retracez bien le parcours d'un utilisateur dans votre application en vous posant plusieurs questions. Est-ce que je traite des données personnelles? Si oui, pourquoi je les traite? Quelles données je traite? Et est-ce que j'en ai besoin? J'ai vraiment besoin de ces informations-là pour la finalité que je me suis fixée? Où est-ce que je stocke mes données? Quelles mesures de sécurité je mets en place? Combien de temps mes données sont conservées, etc. L'idée vraiment, c'est d'avoir en tête de manière claire tout le cycle de vie de la donnée, du moment où vous la recevez au moment où elle disparaît. Excuse-moi, Camille, mais ça prend combien de temps de faire ça? Parce que je pense que tout le monde se pose la question. C'est quand même un boulot en plus. Oui, clairement. En fait, ça dépend beaucoup de la taille de la structure, de son format. Donc forcément, on va parler d'une start-up. Ça va être beaucoup plus rapide que une grande société. Ça va être, des fois, ça se compte en jours, des fois, ça se compte en semaines, des fois, ça se compte en mois. C'est vraiment la différence. Pour une start-up, on va dire de 3 personnes. Si vous travaillez sur un outil, je l'ai fait en début d'année, notamment avec une start-up. Je ne sais pas s'ils sont nombre d'élevés encore. Où ils proposaient un outil pour faire des relances automatiques, vous savez, de pièces administratives. Et en fait, on a fait tout le parcours un peu client type, c'est-à-dire du moment où il va souscrire au moment où il utilise l'outil, etc. On l'a fait du point de vue de l'utilisateur et du point de vue du client qui va uploader ses documents. Et ça nous a pris, je dirais, une bonne journée, à peu près, de travail. Ok. Donc, il y a toute la journée un peu audit, et puis après, il y a toute la retranscription un peu derrière. Donc, par exemple, sur une startup, je pense que ça peut être 2-3 jours de travail. Après, forcément, sur des sociétés plus importantes, ça peut être plusieurs semaines, plusieurs mois, ça va dépendre. Une grosse association que j'ai suivie en tant que DPO, alors j'étais interne, donc j'avais plus de marge de manœuvre. J'ai bien mis 2 mois avant de l'auditer, d'avoir vraiment une vision très, très claire. Mais c'était une association qui avait plus de 1000 salariés. Donc 5 pôles, donc ça prenait un certain temps. Ça va vraiment dépendre de la taille de votre structure. Donc effectivement, c'est un temps à allouer spécifique à ce sujet-là. Ça me fait penser à l'échange qu'on a eu dans le Digital il y a 2-3 semaines avec Yield Studio qui accompagne des projets digitaux. Et mon invité à ce moment-là expliquait qu'ils accompagnent leurs clients non pas pour créer un site, mais vraiment dans une démarche de ok, on va revoir en fait ton cahier des charges, et puis on va retirer 80% parce qu'en fait on va te montrer que ce dont tu as besoin pour faire ton MVP, c'est ces 20% là. Et j'ai l'impression qu'il y a un lien finalement entre cette démarche-là et ce que tu décris, parce que finalement, si on intègre au bon moment la réflexion sur les données, et donc se poser la question de est-ce que j'ai besoin de ces données-là, est-ce que j'ai besoin d'écrire ce champ-là dans mon formulaire, etc. Là, on a vu avec Yield que ça avait évidemment un effet sur l'écriture, sur le code et sur derrière la complexité qu'il peut y avoir, et donc le coût qu'il peut y avoir pour le client. Mais j'ai l'impression qu'il y a un lien aussi par rapport à la gestion de la donnée. Finalement, réfléchir comme ça, c'est anticiper pour gagner du temps et ne pas avoir à retraiter des gros volumes de données qui sont peut-être inutiles d'ailleurs. C'est ça, c'est ce qu'on appelle, oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle le principe de minimisation. En fait, on considère que vous allez traiter des données pour une finalité, c'est-à-dire l'objectif pour lequel vous allez traiter les données personnelles. Le principe de minimisation, ça va être de traiter les données strictement nécessaires à la réalisation de cette finalité. Et je le vois notamment pour beaucoup d'entreprises, vous savez, qui ont des zones un peu bloc-notes pour faire le suivi client, etc., où justement, c'est un peu le danger, l'usage de ce type d'outil, parce que c'est un peu le risque de marquer un petit peu tout et n'importe quoi. Du coup, on se perd un peu dans le flot d'informations. Et quand on applique ce principe-là, on va être beaucoup plus synthétique sur l'information, beaucoup plus exhaustif, et du coup, on se retrouve beaucoup mieux, on retrouve beaucoup mieux nos petits et le suivi dont on a besoin, plutôt que de marquer des pavés d'informations où en fait on n'en a strictement rien à faire. Et effectivement, la minimisation, c'est un peu cet aspect-là, et ça peut permettre de déminer potentiellement certains risques où on va collecter des fois des données sensibles sans s'en rendre compte et s'exposer à des sanctions. Effectivement, on est dans une approche très très similaire. C'est un tri un petit peu à faire. Très clair. Je relais une nouvelle question de Jean-Loup qui nous demande
quand le RGPD est en discordance avec une, avec une certification officielle, peut-on assouplir certaines mesures? Alors, ça dépendrait de la certification. J'ai un petit peu plus Ça d'informations. dépendrait. Jean-Loup, si tu veux préciser ta question, si tu parles d'une certification en particulier, ça pourra aider Camille à répondre. Dans le domaine de la formation. Dans le domaine de la formation, est-ce qu'il pourrait préciser un petit peu sa question? C'est-à-dire qu'il y a un conflit entre les exigences de la certification et le RGPD, ce serait ça? J'aurais besoin d'avoir un petit peu plus d'informations parce que là, c'est un petit peu flou. Lors des audits. Lors des audits. C'est-à-dire que vous avez des audits dans le cadre de votre certification et ce serait contradictoire avec le RGPD, c'est ça? J'avance un petit peu en attendant. J'ai invité Jean-Loup à nous poser sa question. Bonjour, oui, j'étais en train d'écrire, désolé. C'est que voilà, donc je travaille pour un centre de formation, tout simplement, et dans le cadre d'audit par rapport à une certification, il y a des données personnelles qui doivent être conservées plus longtemps que les 36 mois qui sont indiqués. D'accord. Cette certification, on va dire, n'est pas liée, enfin en tout cas à ma connaissance, à un élément légal. Donc, par rapport à ça, est-ce que l'on peut indiquer dans le registre que par rapport à cette certification, on est dans l'obligation de conserver un peu plus longtemps ces éléments-là? Comment cela fonctionne en fait, tout simplement? Effectivement, en fait, la durée de conservation des données, vous allez avoir deux choses. En fait, en gros, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez une finalité pour laquelle vous allez conserver vous allez traiter les données et vous allez les conserver. Une fois que la finalité elle est réalisée, potentiellement, vous pouvez vous définir une durée de conservation, par exemple, raisonnable pour, je ne sais pas, un intérêt administratif ou autre, ou parce qu'il y a une obligation légale. Donc ça va être un petit peu… les durées de conservation, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on s'aperçoit très vite qu'en fait, des fois, il y a des durées de conservation un peu contradictoires entre des textes. Donc, ce que je peux vous inviter à faire, c'est déjà, par exemple, si vous faites un registre des traitements, c'est de renseigner le motif pour lequel vous conservez ces données dans le cadre de cette certification et de voir si, en fait, il y a une obligation légale qui en découle derrière. Ça vous permettra de le justifier auprès de la CNIL. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci de m'avoir invité, Guillaume. Tu reviens quand tu veux. Merci pour ta question. Donc, dernière grande thématique, le RGPD, une démarche plus sécuritaire. Donc, effectivement, la sécurité des données, c'est un des piliers fondamentaux de la protection des données. On parle de données papier et numériques. Ça vise, l'idée, c'est en fait de prévenir ce qu'on appelle les fuites de données et donc potentiellement des risques sur la vie privée des individus. Donc, parce que, par exemple, qu'est-ce qui se passerait pour vous si votre dossier médical numérique était compromis dans l'hôpital où vous faites traiter, dans le sens où quelqu'un y a accès de manière illégitime ou le modifie de manière illégitime? C'est pour avoir potentiellement des aspects dramatiques. On l'a vu notamment l'année dernière, il y a un hôpital à Düsseldorf qui s'est fait hacker, qui a vu son informatique out pendant une journée entière. Résultat des opérations décommandées, un patient qui en est décédé. Mais attention, on ne protège pas quand on fait de la sécurité, notamment de la cybersécurité, on ne protège pas que les données personnelles, on va protéger aussi le patrimoine informationnel de l'entreprise. Donc vos données business, vos portefeuilles clients, ce genre de choses. Donc effectivement, mettre une démarche sur le RGPD, c'est aussi assurer une gestion des risques pour vous, aussi bien en termes d'image, parce qu'on sait qu'une fuite de données, ça fait jamais, c'est jamais très vendeur. On a vu In Extenso l'année dernière qui a eu une grosse faille de sécurité et qui a vu son informatique pareil out pendant un mois entier. Ça vous permet potentiellement de vous exonérer de certaines amendes et ça aussi, ça peut vous permettre de vous prévenir contre des fameux rançongiciels, donc c'est-à-dire une perte d'activité ou une interruption totale d'activité. Pour ça, les bonnes pratiques que je peux vous recommander, c'est tout d'abord, et c'est même pour moi la plus importante, c'est sensibiliser vos collaborateurs aux bons gestes d'hygiène informatique. Ça peut paraître un petit peu obvious, sauf que tout le monde n'a pas la même appétence sur la sécurité et ce qu'on voit très souvent sur la sécurité, c'est que le principal facteur de risque, ça reste l'humain. Notamment, vous voyez les fameuses les attaques aux dirigeants qu'on peut voir, vous savez, avec des mails qui usurpent l'identité, par exemple, de votre responsable, de votre dirigeant, qui va demander par exemple au comptable de la société de faire un virement, le comptable se méfie pas, fait le virement et résultat il se fait virer derrière. Donc vraiment une bonne sensibilisation, c'est le moteur, c'est le point de départ de tout et c'est jamais un trop. Toujours à penser à bien le faire. Deuxième chose que je peux vous recommander, c'est d'auditer vos pratiques.
Donc, quelles sont vos pratiques en termes de sécurité? Donc, ça va dépendre aussi si vous avez votre informatique qui est internalisée, c'est-à-dire vous avez un serveur en interne ou si vous passez par un prestataire. Mais vraiment, interrogez-vous sur vos pratiques en termes d'authentification, en termes de gestion des habilitations et des droits d'accès, c'est-à-dire qui a accès aux informations, est-ce qu'ils ont une bonne légitimité, est-ce qu'ils ont le niveau de droit adéquat, la gestion de vos sauvegardes, la sécurité de vos locaux, la sécurité physique, j'entends, comment on peut accéder à vos locaux, comment on peut accéder à votre salle serveur, ce genre de choses. Troisième étape, prévoyez. Donc, quand je vous parlais de rançongiciels tout à l'heure qui peuvent interrompre votre activité, par exemple, je pense à une attaque DDoS où, par exemple, vous allez avoir votre service indisponible pendant plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs heures, ou vraiment, par exemple, un incendie dans vos locaux qui va valoir que votre salle serveur brûle. Prévoyez vraiment en conséquence, c'est-à-dire faites-vous un plan de continuité d'activité et un plan de reprise d'activité. Donc ça, c'est soit vous l'élaborer en interne, soit vous allez le faire en partenariat, vous allez le faire accompagné par votre prestataire, par exemple, si vous externalisez votre SI. Et dernière chose, contrôler, surtout en cas de prestataire externe. Je vous disais tout à l'heure de vérifier si, notamment pour le cloud, s'il y avait des mesures de sécurité spécifiques. Vraiment, regardez les garanties en amont. Vous pouvez leur demander de vous communiquer le PSSI, c'est-à-dire le plan de sécurité du système d'information qui va recenser toutes les mesures de sécurité en fait qu'il déploie. Ou alors s'il est certifié ISO, par exemple ISO 27001 ou 27002 ou HDS, hébergement de données de santé. Et surtout, la localisation de leur data center. Privilégier des data centers dans l'Union européenne ou alors, on en reparlera un petit peu plus loin, dans des pays qui bénéficient d'une décision d'adéquation, c'est-à-dire des pays qui ont une législation équivalente à la nôtre où du coup, vous n'avez pas d'encadrement spécifique à faire sur les transferts de données. C'est tout pour la sécurité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en profite pour relayer une nouvelle question d'Olivier qui demande comment ça se passe pour une agence qui gère une 60aine de sites web pour ses clients. Est-ce qu'il faut un document pour chaque site qui possède un formulaire de contact, par exemple, ou un champ d'inscription à une newsletter? Ça dépend, les sites. En fait, ça dépend si eux-mêmes réalisent des traitements de données, s'ils développent ou si après, derrière, il y a un hébergement des données et une administration des données. Ça dépend, en fait, le degré d'implication de C'est ça. l'agence par rapport à la donnée, pas par rapport à l'outil en tant que tel, mais par rapport ça. à la donnée. Par exemple, je vous donne un exemple typique. Quand vous allez avoir un prestataire qui va faire de la maintenance sur votre logiciel, la maintenance, à proprement parler, n'est pas un traitement de données. Oui. Ils vont avoir un accès fortuit aux données au moment où ils vont faire la maintenance, mais ils ne vont pas faire un traitement continu. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre une politique de confidentialité, enfin, vous pouvez leur faire signer une clause de confidentialité. En fait, il va falloir identifier si effectivement, oui ou non, vous faites un traitement de données. Et surtout, si c'est, ou alors, est-ce que c'est un traitement de données un peu ponctuel au moment où vous faites la prestation? Olivier précise que là, dans le cas qu'il cite, c'est hébergement et maintenance. D'accord. Donc, sur l'hébergement, je pense qu'on n'y coupe pas. Oui, effectivement. Donc là, oui, par contre, on va rentrer, ce que je peux vous conseiller, c'est effectivement de réaliser une documentation de vos mesures de sécurité. Vraiment, comment sont sécurisés vos data centers, où est-ce qu'ils sont localisés, est-ce que vos équipes ont été sensibilisées à la protection des données, à la cybersécurité, ce genre de choses. Tout ce qui va pouvoir un petit peu attester de la façon dont vous sécurisez l'hébergement des données personnelles, parce que c'est le traitement que vous allez réaliser au final. Ok. Jean-Loup nous demande si il y a bien à la fois des registres à rédiger, mais aussi donc les documents des sous-traitants à conserver. Et est-ce que ces documents peuvent être demandés par la CNIL? Alors, effectivement, je vous disais tout à l'heure, en fait, le sous-traitant, il doit prévoir une documentation au même titre que le responsable de traitement. Et sur la notion du registre, en fait, vous avez deux types de registres. Vous avez le registre du responsable de traitement, c'est-à-dire les traitements qu'il réalise pour son compte, et le registre du sous-traitant, c'est-à-dire le traitement que les traitements que le sous-traitant va réaliser pour le compte du responsable de traitement. C'est un document, il ressemble sur la forme à peu près au registre de base. Il y aura un petit peu moins d'informations à mettre dedans, mais c'est potentiellement un document qu'un futur client responsable de traitement pourrait vous demander. Et du coup, par la même occasion, la CNIL. En fait, votre client va vous le demander pour vérifier que vous êtes conforme. Et du coup, la CNIL, en cas de contrôle de votre client, la CNIL va pouvoir potentiellement leur demander « Ok, vous avez tel sous-traitant qui réalise un traitement de données pour vous. Est-ce qu'il est conforme ?» Dans ces cas-là, votre responsable de traitement en fait, va communiquer cette documentation. Ok, très clair. Merci Camille. Du coup, je vous propose qu'on rentre dans la deuxième partie, la foire aux questions. Alors, sachant qu'il y a des thématiques là dont on a déjà abordé, notamment là, avec les questions qui ont été posées dans le chat qui vont revenir, notamment histoire de responsable de traitement et sous-traitant. La première et pas la moindre, je pense que ça a fait couler pas mal d'encre ces derniers jours, ces dernières semaines. C'est la fameuse interdiction de Google Analytics par la CNIL. Quel impact réel pour les entreprises? Faut-il se tourner vers des solutions tierces? Si oui, lesquelles? Alors,
Concernant les cookies, alors nous, on le savait un petit peu en tant que DPO, on se doutait un petit peu que ça finirait par arriver, parce qu'effectivement, on sait très bien que l'usage qu'on fait des données sur Google Analytics, il y a une certaine opacité sur ce que Google fait derrière sur cet aspect-là. Nous, on a un certain niveau de lisibilité des données, mais on ne sait pas tout. Et il y a beaucoup de choses où, en fait, on ne sait pas ce que Google en fait derrière. Donc, rapidement, pour que tout le monde comprenne un petit peu pourquoi il y a des enjeux là-dessus, je rappelle rapidement les règles sur les cookies. Donc, l'idée, vous vous connectez sur un site, l'utilisateur va avoir une information via un bandeau cookie avant le dépôt de tous les cookies. Auparavant, ce que vous aviez jusqu'à 2018, c'était la poursuite de la navigation valet-accord. Maintenant, ce n'est plus le cas, c'est-à-dire que vous poursuivez la navigation, c'est-à-dire que vous scrollez. Ça ne vaut pas acceptation des cookies. Ensuite, il y a deux types de cookies qui ont été identifiés, c'est-à-dire les cookies nécessaires, ceux qui servent strictement à l'usage du site, donc par exemple les cookies de session, les cookies qui vont servir pour qu'un module de chat fonctionne, les cookies qui vont mémoriser votre panier d'achat sur un site marchand, ce genre de choses, et les cookies qu'on appelle optionnels. Ces cookies-là, ça va être des cookies en fait qui ne servent pas strictement à l'usage du site, mais qui vont proposer par exemple des fonctionnalités supplémentaires du style des publicités ciblées, vous savez, les boutons de réseaux sociaux, ce genre de choses, ou la fameuse analyse de trafic. Donc, sur ces cookies, en fait, il y a une règle, c'est il faut un consentement préalable de l'utilisateur. Donc, typiquement, la personne arrive sur un site, elle a le bandeau, elle continue de scroller. Il n'y aura que les cookies strictement nécessaires qui vont être déposés d'office. Par contre, les autres ne devront pas être déposés par défaut. Sachant que là-dessus, l'utilisateur doit avoir la possibilité en fait, d'accepter le dépôt de ces cookies-là selon leur finalité. Donc là, c'est ce que je vous montre dans l'exemple, c'est voilà, un cookie destiné à des publicités ciblées, la personne doit pouvoir accepter oui ou non son dépôt, sachant que ça ne doit pas être précoché par défaut pour ne pas influencer, entre guillemets, l'utilisateur. D'ailleurs, ça, c'est sans doute pas tout à fait respecté. Moi, non. Je sais, il y a aussi une option intérêt légitime qui est souvent préalablement cochée. Alors ça veut rien dire. Voilà, je pense que c'est un peu c'est une manière de détourner le truc. Ça veut rien dire. C'est comme les fameux, tu m'en parlais la dernière fois, vous savez, les cookies où on vous dit soit vous acceptez, vous payez 1 €, soit vous acceptez les publicités. Là-dessus, j'ai pas encore de réponse officielle. La CNIL a été challengée là-dessus. Elle n'a pas encore donné de réponse officielle sur le sujet, mais je pense que c'est un peu borderline et je pense qu'en dehors du RGPD pur, je pense que point de vue utilisateur, c'est pas très agréable niveau expérience. Du coup aussi, il y a la possibilité de revenir sur vos choix à tout moment. Donc, vous savez, il y a certains Acceptio, par exemple, je sais que le HQ propose une offre là-dessus qui vous permet, vous savez, via une petite pastille, de revenir à tout moment sur le bandeau cookie pour repersonnaliser vos choix. Et enfin, la dernière chose, la durée de conservation maximale des cookies qui ne doit pas être plus de 13 mois. Bon, Google, forcément, ils ne font pas comme tout le monde, ils sont à 24. Donc, pour ce qui est Google Analytics, en fait, pour poser un petit peu le contexte, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, avec le RGPD, vous avez ce qu'on appelle un transfert en dehors de l'Union européenne interdit. Transfert de données, donc des données qui sont communiquées en dehors de l'Union européenne. Par principe, c'est interdit. Sauf, je vous en parlais tout à l'heure, les pays qui bénéficient d'une décision d'adéquation. Donc, des pays, en fait, qui ont une réglementation équivalente à la nôtre. C'était auparavant le cas avec les États-Unis, avec le fameux Privacy Shield. Sauf qu'en 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré que le Privacy Shield, en fait, n'était plus valide parce que, en fait, aux États-Unis, vous avez la loi Cloud Patriot Act. En fait, c'est une loi de lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire que c'est une loi qui permet aux autorités, les services de renseignement américains, en fait, d'avoir accès aux données personnelles qui sont traitées par les particuliers et les entreprises, justement, dans le cadre de la lutte antiterrorisme. Du coup, ça veut dire qu'avec Google Analytics, il y a potentiellement des transferts en dehors de l'Union européenne. Et sur ces transferts, ça veut dire que potentiellement, hypothétiquement, les services de renseignement américains pourraient avoir accès à nos données. Donc, Google avait fait, en fait, à la suite du Privacy Shield, en fait, des clauses contractuelles pour encadrer le transfert, sauf que la CNIL, au vu de cette réglementation, a considéré qu'elles étaient insuffisantes. Donc, à l'heure actuelle, nous, avec la FCDP, on a rencontré Google il y a 1 mois sur la problématique, sachant qu'ils ont été épinglés aussi par la CNIL autrichienne et je crois que la CNIL néerlandaise est aussi sur leur dos. À l'heure actuelle, en fait, ce qu'ils peuvent nous dire, c'est que de base, dans l'outil, il y a des paramètres qui permettent, par exemple, d'anonymiser les adresses IP, ce genre de choses. Par contre, je ne suis pas sûre que ce soit suffisant au regard de la CNIL pour considérer que c'est suffisamment sécure et conforme au RGPD.
Sachant qu'a priori, je crois que sur la prochaine version de Google Analytics qui vont sortir, il y aura des paramètres de sécurité supplémentaires. Pour le moment, ils font appel. On ne sait pas trop comment ça va évoluer pour le moment. Je doute que la CNIL revienne sur sa décision. Donc, ce que je peux vous recommander en attendant, et on va vous mettre les liens après, je vous mettrai les liens un petit peu après dans le chat. La CNIL, en fait, a fait une sélection d'outils de mesure d'audience qui proposent des statistiques anonymes. Donc, du coup, comme c'est anonyme, vous n'avez pas de traitement de données. Du coup, vous n'avez pas de consentement de l'utilisateur à demander au préalable. Donc, il y a plusieurs solutions déjà qui existent, comme Smart Profile, Piwik et Matomo. Je te mettrai les liens tout à l'heure en fin de webinaire, comme ça, ils auront la carte potentiellement des lieux où il y a une réglementation équivalente, plus la page des solutions proposées par la CNIL. Sachant que, pour revenir sur l'histoire du site Internet, dans votre mise en conformité, c'est ce que je peux vous recommander, vraiment, c'est faites le site Internet en priorité. C'est vraiment l'image que vous renvoyez de l'extérieur et ça peut potentiellement déminer certaines situations et vous permettre de passer sur les radars de la CNIL. Parce qu'on sait très bien qu'un site qui n'est pas trop dans les clous, on se doute bien de ce qui se passe derrière, que forcément derrière, ça ne doit pas être top non plus. Donc vraiment, soignez votre site Internet. Sachant que les cookies, maintenant, c'est vraiment très grand public, le sujet. Et puis le sujet Google Analytics est loin d'être terminé, puisque je pense qu'il y a eu une rencontre il y a quelques jours entre Biden et la présidente de la Commission de l'Union européenne. Donc ça va revenir. Et c'est un sujet qui est relancé. Hein, le Privacy Shield semble être relancé. Oui, apparemment, il y a des renégociations, mais enfin, en tout cas, ce ne sera pas pour tout de suite. Du coup, là, sur ces deux questions-là, on va revenir justement sur la notion de sous-traitance. Lorsque je collecte des données personnelles pour les clients de mon client, par exemple, j'administre un questionnaire en ligne, quel statut la CNIL considère-t-elle que je regarde les données? Quelles sont mes responsabilités? Et enfin, quel est le degré de responsabilité d'une entreprise éditrice de solutions de gestion et stockage des données type CRM, data visualisation? Donc, effectivement, on est dans des cas potentiellement de sous-traitance, sachant que je mets une alerte dessus, ça va vraiment être une analyse à faire de votre part sur est-ce que je traite des données pour le compte d'eux, c'est-à-dire que je reçois des instructions pour traiter les données, ou est-ce que j'ai un certain degré d'indépendance qui peut potentiellement faire que j'ai un niveau de co-responsabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion d'honneur d'ordre. Sachant que typiquement pour l'hébergement, on considère que vous êtes sur de la sous-traitance. La CNIL l'a officiellement défini comme tel. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez deux types en fait d'acteurs. Vous avez le responsable de traitement, celui qui va déterminer pourquoi on traite les données et comment on les met en place. Il est représenté en fait par le responsable légal de l'entreprise. Donc, un responsable de traitement, ça peut être une autorité publique, ça peut être une association, ça peut être une entreprise, ça peut être tout. Sur ses obligations, en fait, il va devoir mettre des mesures techniques et organisationnelles pour respecter la protection des données et la sécurité des données personnelles. Donc, informer, sécuriser les traitements, traiter des données strictement nécessaires, sécuriser les données, les purger au bout d'un certain temps, etc. Le sous-traitant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il traite des données personnelles pour le compte du responsable de traitement. Donc, dans les exemples types, vous pouvez avoir un hébergeur, vous pouvez avoir un expert comptable dans le cadre de la gestion de la paie, une société qui fait du publipostage, un centre d'appel, ce genre de choses. Il va y avoir deux choses, c'est vous présenter des garanties suffisantes pour votre responsable de traitement, c'est-à-dire que vous présentez des garanties en termes de sécurité des données, de documentation, de suppression des données, etc., qui font qu'auprès de votre responsable de traitement, vous êtes conforme, et aussi auprès de la CNIL en tant que société qui traite des données personnelles. Donc, en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que le responsable de traitement et le sous-traitant ont des responsabilités. Il y a certaines responsabilités qui vont être spécifiques aux responsables de traitement, d'autres qui vont être spécifiques aux sous-traitants. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait trop lourd et trop long à expliquer. Un responsable de traitement peut être sanctionné s'il n'a pas sélectionné un sous-traitant conforme. On l'a vu l'année dernière notamment. Donc, attention là-dessus. Si vous êtes sous-traitant, ne considérez pas que vous êtes exonéré de toute responsabilité. Vous pouvez avoir un impact pour votre potentiel client. Le sous-traitant, il a un devoir d'assistance et de conseil vis-à-vis du responsable de traitement. Donc, quand je vous parlais d'assistance tout à l'heure, typiquement, un hébergeur qui a une faille de sécurité, une violation de données, il doit aider son responsable de traitement, le notifier qu'il y a une faille de sécurité et aider son responsable de traitement en fait à faire une notification auprès de la CNIL. Donc, du coup, il y a des informations que vous, en tant qu'hébergeur, il n'y aura que vous qui auront accès à ces informations-là. Et du coup, vous allez devoir aider votre responsable de traitement. Vous aurez aussi une obligation de conseil, c'est-à-dire si vous considérez qu'une directive de votre responsable de traitement n'est pas conforme, c'est à vous de le signaler. Par exemple, il va vous dire de traiter des données sur un canal pas sécurisé ou des données un petit peu touchy, ou par exemple d'envoyer un emailing à des personnes dont vous n'avez pas collecté le consentement. Ça va être votre devoir en tant que sous-traitant d'en informer le responsable de traitement. Donc vraiment, établissez un contrat. Définissez qui fait quoi, qui est responsable de quoi.
sachant que certaines obligations du responsable de traitement pourraient potentiellement vous déléguer, comme par exemple, vous savez, collecter le consentement, gérer les droits des personnes, etc. Donc vraiment, border ça dans un contrat pour être bien sûr de qui fait quoi. Ça vous évitera potentiellement des petits soucis au moment où la situation arrive et que du coup, c'est la panique à bord, personne ne sait qui fait quoi. Prévenir plutôt que guérir. Exactement. Je relais une question d'Elias, si tu veux bien. Si je ne passe pas par une solution externe, type Google Analytics, Piwik, etc., et que je fais du traitement sur les données d'utilisation de mes services web, par exemple, est-ce que c'est considéré comme du traitement soumis à consentement? Ça dépend, en fait, s'il va y avoir une notion de données personnelles ou non, en fait. Si c'est anonymisé, vous n'aurez pas de consentement parce qu'en fait, on considère que ce n'est pas des données personnelles. Par contre, si c'est des données personnelles, effectivement, on va considérer que c'est un traitement de données et que du coup, il y a un consentement à demander. Ok, très clair. Merci Camille. Hébergement des données personnelles. Quand considère-t-on que les données sont stockées quelque part et dans des conditions non conformes au RGPD? Donc, hébergement, c'est typiquement un des sous-traitants les plus classiques dans le cadre des traitements de données. Moi, à titre personnel, ce que j'ai vu le plus courant comme risque, justement, c'était l'absence de contrat. Je vais revenir dessus, encore une fois. Les transferts non encadrés en dehors de l'UE, sauf si vous êtes dans un pays qui bénéficie d'une décision d'adéquation. Par exemple, vous transférez des données potentiellement au Canada, je crois, où il y a un niveau à peu près équivalent. Le détournement de finalité. Donc ça, c'est-à-dire que par exemple, typiquement, votre client fait appel à vous pour de l'hébergement de base de données, mais que vous, officieusement, en fait, vous allez utiliser les données des personnes dont vous traitez les données pour, par exemple, les solliciter commercialement pour, je ne sais pas, leur vendre une offre spécifique. En fait, ça s'appelle du détournement de finalité. Les gens n'ont pas été informés, ne savent pas pourquoi vous allez les solliciter et du coup, les gens n'ont pas été informés, votre responsable de traitement ne sait pas pourquoi et du coup, en fait, vous êtes clairement dans un cas de détournement de finalité. On le voit pas mal en politique aussi. Des anciens élus, ils partent avec le fichier de par exemple, de leurs habitants de communes et qui s'en sert après dans la prospection politique derrière. Et dernier aspect, des mesures de sécurité insuffisantes selon la nature des données. On est d'accord que si vous êtes un service d'emailing et que vous avez que des noms et des prénoms, il n'y aura pas les impacts aussi élevés que, par exemple, si vous traitez des données relatives à la santé, l'orientation sexuelle des personnes, opinions politiques, etc., qui sont des données sensibles. Du coup, à données sensibles, mesures de sécurité équivalentes. Donc, si vous traitez des données de santé, mais que vous n'avez pas des mesures de sécurité suffisantes, ça peut être un motif de sanction. Donc, on ne va pas s'éterniser sur les réponses parce qu'on en a déjà parlé un petit peu plus loin. Vraiment, demandez en amont à votre potentiel prestataire le PSSI, donc le plan de sécurité des systèmes d'information, ou si vous passez par un hébergeur, s'il est certifié ISO 27001, 27002, etc., ou HDS. Vraiment en amont de la contractualisation. Prévoyez surtout la possibilité pour les responsables de traitement d'auditer vos sous-traitants. Gardez-vous une petite clause pour potentiellement aller faire un petit tour pour voir comment sont sécurisés les data centers, s'ils sont localisés en France, hein, j'entends, sinon ça va être un peu compliqué. Et surtout, privilégier des data centers dans l'Union européenne. Ça peut éviter des petits soucis. Tu parlais justement, Camille, de ISO 27001. Julien, dans les commentaires, nous disait en réponse à une question de Jean-Loup que justement, les grands groupes poussent de plus en plus les startups à être ISO 27001 pour ne plus avoir à auditer de manière très spécifique tel ou tel aspect. Ça permet d'avoir le tampon. Et complètement, puis c'est plus qualitatif. C'est plus qualitatif, effectivement. Mais oui, c'est aussi quelque chose qui se prépare, qui est coûteux, qui demande du temps. Là aussi, c'est beaucoup de travail pour des structures qui n'ont pas toujours le... C'est ça. Après, ça dépend aussi du niveau de client que vous visez. C'est sûr, forcément, vous visez des grands comptes, on va vous demander d'avoir un service de plus en plus qualitatif et sécuritaire. Oui. Jean-Loup nous pose une nouvelle question. Lorsque des personnes demandent d'être retirées d'un système d'information, est-ce qu'on peut conserver leur demande pour garder une trace de cette demande ou est-ce qu'il faut même tout supprimer? Alors oui, effectivement. Des données personnelles. Ouais, effectivement. Dans le cadre, alors ça dépend exactement du type de demande. Si c'est un retrait de consentement, par exemple, la personne demande à ce que vous ne la sollicitiez plus commercialement, mais elle ne demande pas, par exemple, l'effacement de ces données. Vous pouvez conserver la preuve. Après, sur la demande de droit d'effacement, alors on est d'accord qu'on est sur un droit d'effacement et que normalement la preuve de la demande ne devrait pas être conservée. Dans ces cas-là, ce que je peux vous encourager à faire, c'est pas la demande en elle-même, mais le process que vous mettez en place pour prouver que vous avez répondu à la demande, que vous répondez à ce type de demande. Par exemple, vous avez la même chose pour le consentement. Normalement, vous devez prouver que la personne a consenti à ce que vous traitiez les données. Donc, par exemple, ça peut être un horodatage, ce genre de choses. Ou alors, ça peut tout simplement être les preuves de modalité de collecte du consentement. Voilà, c'est à peu près la même logique. C'est que vous prouvez que vous avez un process en interne qui vous permet de traiter ces demandes. Ok. Très clair.
Du coup, sans même parler des données, alors cette phrase elle est un peu compliquée, sans même parler des données personnelles des clients de mes clients, seulement de mes clients, quelle conduite devrais-je idéalement tenir pour être en conformité? Maintenir un fichier client, un autre pour les prospects, éventuellement d'autres. Alors, du coup, sur cet aspect-là, en fait, c'est la classification des fichiers. Et je vous parlais tout à l'heure, vous savez, au cartographier les traitements de données, vous allez identifier pourquoi vous traitez les données, dans quel objectif, quelles données vous allez traiter, etc. L'idée, au regard de la CNIL et de la réglementation, ce serait idéalement de classer les fichiers selon leur finalité. Donc, par exemple, le fichier prospect ne va pas avoir exactement la même finalité que, par exemple, le fichier client, où là, vous assurez un service, la personne est un client effectif chez vous. Ça veut dire que potentiellement, en fait, selon la finalité, les données que vous allez traiter vont être un peu différentes. Et du coup, il n'y aura pas la même légitimité à traiter certaines données si la personne est votre client par rapport à si votre personne est un prospect. Donc, l'idée, c'est de classifier les données, en fait, selon les finalités. Donc, par exemple, la gestion de la paye, la gestion des factures pour les prestataires, la sollicitation commerciale des prospects, les newsletters, ce genre de choses. L'idée, c'est un petit peu de classifier ça par finalité pour justement bien identifier quelles données j'ai besoin, combien de temps je peux les conserver, etc. Ça va être un peu votre point de départ. Petit signalement sur la prospection, bien vérifier effectivement que votre prospect a donné son consentement, surtout si c'est une personne physique. Personne morale, il peut y avoir des exonérations dans certaines situations. Et surtout, donner prospect, la durée recommandée, ce n'est pas une durée légale, c'est recommandé par la CNIL, c'est de conserver les données 3 ans après le dernier contact. Si pendant le délai des 3 ans, la personne vous sollicite entre-temps pour, par exemple, refaire un devis, le délai de 3 ans va se remettre à courir automatiquement. Quelle est la différence entre le RGPD pour une entreprise et une association? Alors là, ce sera la dernière question. Concrètement, association-entreprise, il n'y a pas de différence fondamentale sur la mise en application du RGPD. Ce n'est pas le statut en fait, de l'organisme qui va prévaloir sur les obligations, sauf si vous êtes une autorité publique, où là, vous aurez certaines obligations d'office. Ça va être en fait le type de traitement que vous allez faire. Est-ce que vous traitez des données à grande échelle, c'est-à-dire avec une certaine volumétrie, une certaine récurrence? Est-ce que vous traitez des données sensibles, du type données de santé, orientation sexuelle, opinion politique, etc. Ou est-ce que vous traitez des données d'infraction? Et là, selon ces obligations-là, vous aurez potentiellement l'obligation de désigner un DPO, de faire un registre des traitements, et de faire sur ce qu'on appelle des études d'impact sur vie privée, c'est en fait des analyses de risque pour potentiellement des traitements en fait, qui peuvent être à risque sur la vie privée des personnes en termes de droits et de liberté. Par exemple, si vous traitez des données très sensibles ou des technologies un petit peu innovantes, on va vous demander en fait de faire une analyse de risque en amont pour évaluer les potentiels risques qu'il pourrait avoir sur la vie privée des personnes dans le cadre de ce traitement-là et les mesures de sécurité en fait, que vous allez déployer pour limiter la réalisation de ces risques-là. Par exemple, si vous avez une fuite de données, un accès légitime aux données et qu'on modifie les données à votre insu. C'est tout pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Camille pour cette présentation très très riche. On est allé assez loin dans certains aspects parce que c'est effectivement assez complexe. Il y a sans doute encore des questions, profitez-en, je les relais en direct. Elias qui demande si dans le cas où on produit de la facturation pour un client qui souhaite le retrait de ses données, si on ne peut pas totalement le supprimer, ça se passe comment? Alors, justement, dans le cadre d'un droit d'effacement, en fait, vous allez faire valoir votre obligation légale de conserver les factures 10 ans à compter de l'édition de la facture. En fait, vous avez ce qui peut vous justement vous exonérer d'un droit d'effacement si, par exemple, vous avez une obligation légale qui va vous obliger à conserver ces données. Ok, très clair. Julien, tu voulais intervenir? Ouais, salut Camille, salut Guillaume. Ça fait peur. Moi, je voulais te demander un petit feedback par rapport aux boîtes que tu accompagnes sur les relations avec les banques, sur des financements. Est-ce que tu as des feedbacks de banques qui maintenant essaient de jeter un peu plus un œil sur la partie sécurité, data, traitement de leurs clients et qui du coup peuvent potentiellement conditionner ça au fait de leur octroyer des prêts, par exemple?
Alors ça, je l'ai pas encore. J'ai pas encore de retour direct là-dessus. Par contre, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a des assureurs qui sont en train d'un peu de revoir justement, vous savez, les assurances cyber-risque, parce que justement, il y a beaucoup de clients qui se disent, oh bah j'ai une assurance, du coup j'ai rien à faire. Donc du coup, il y a des compagnies, notamment, je crois, AXA, qui avaient retiré leurs produits assurance cyber-risque à cause de ça, parce que forcément, ça faisait des primes assez conséquentes. Au niveau des banques, pour le moment, j'ai pas de feedback. Ce que je vois, moi, par exemple, dans le courtage, c'est qu'il y a beaucoup, par exemple, de compagnies d'assurance avec des courtiers, en fait, qui maintenant commencent un peu à harceler leurs courtiers en mode qu'est-ce que vous faites là-dessus? Parce qu'à un moment donné, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Donc, au niveau des banques, en dehors du pur aspect RGPD, sécurité des données, cybersécurité, etc., je pense qu'effectivement, à terme, c'est voué à être un sujet qui va être amené sur le tapis parce que la cybersécurité, c'est un des nouveaux enjeux actuels. Dans la campagne présidentielle, ça va probablement ressortir. Donc, je vois difficilement ce sujet-là ne pas être abordé dans le futur. Je sais que ça ne répond pas complètement à la question, mais... Non, c'est que j'ai eu un feedback là, d'un banquier là, sur une opération qui m'a D'accord. dit, voilà, bon, sur des gros montants, mais qui Ouais, m'a donc dit, du coup, il t'a voilà, demandé certaines garanties sur la sécurité, c'est ça? ouais, sur les Ok, data, ouais. ok. Ah, c'est bon à savoir. Je pense que ça va se répandre, mais je voulais Oui, oui, savoir clairement. si c'était de plus en plus fréquent ou pas, mais je C'était pense quelle que ouais. banque? Par Euh, curiosité, si c'est pas non, confidentiel. non, je vais pas balancer là, vous allez plus aller la voir. D'accord. Hashtag balance ta banque. Balance Merci en ta tout banque. cas, Julien, pour ce partage d'expérience. Je relais une nouvelle question d'Olivier. Pour un site e-commerce, quelle est la durée légale pour garder un compte client inactif? Est-ce que c'est Ah, 36 mois? Avant de supprimer son compte, est-il obligatoire de lui transmettre un mail pour l'informer de la suppression de son compte? alors c'est pas obligatoire le mail. Par contre, c'est une bonne pratique parce que ça peut potentiellement en fait faire revenir quelqu'un qui avait oublié que vous existiez. Légalement, il n'y a pas de durée légale à proprement parler. La CNIL elle recommande 3 ans. Sauf si après vous avez des durées spécifiques autres qui sont pas que je ne connais pas, mais moi ce que je vous encourage, en tout cas si c'est un compte client, c'est de le conserver 3 ans. Après, si vous avez des notions de facturation, etc., vous pouvez les conserver plus longtemps. 10 ans notamment. Mais par contre, vous n'avez pas obligation de solliciter votre client. Par contre, ça peut être une bonne pratique à faire justement pour essayer de relancer un peu la machine, de solliciter votre client et de le fidéliser potentiellement. Ok. Jean-Loup nous dit, à titre informatif, certaines structures publiques demandent aussi des informations sur la gestion de données dans le cadre d'appels d'offres. Effectivement, ouais. Ah. Les autorités publiques, elles ont des obligations assez fortes vis-à-vis du RGPD de par leur statut. Et du coup, elles sont obligées de vérifier en amont que vous êtes GDPR compliant. Profitez-en s'il vous reste des questions. Moi, j'en ai une pour toi, Camille. Je t'écoute. Comment ça se passe dans une entreprise si par exemple, un collaborateur, une collaboratrice se rend compte qu'il y a un usage pas très réglementaire qui est fait des données? Ouais. Est-ce que le salarié est protégé est-ce qu'il y a une procédure pour à la fois alerter de manière anonyme? Est-ce que le salarié est protégé? Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Il y a eu des choses, il s'est passé des choses sur Facebook, on a parlé de lanceurs d'alerte, etc. Est-ce que c'est des choses qui sont un peu protégées ou est-ce que derrière, il va y avoir une chasse aux sorcières et le salarié peut se retrouver mis en cause, faute grave, des choses comme ça? Alors là-dessus, on va empiéter un petit peu sur le droit du travail, donc c'est pas ma spécialité, mais par contre, le constat qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, il y a la loi SAPA, je crois, qui protège les lanceurs d'alerte. Sachant que normalement, connaissant la CNIL, si vous faites une alerte auprès de la CNIL, elle fera en sorte que l'alerte soit anonyme. Après, ça va être aussi sur la façon dont vous collectez les preuves quand vous lancez l'alerte. Est-ce que vous obtenez les preuves de manière licite ou non? Normalement, vous êtes protégé vis-à-vis de ça. Après, on est bien d'accord qu'entre ce qui est dit dans les textes et ce qui est fait sur le terrain, forcément, je vois difficilement des entreprises ne pas essayer de poursuivre la personne derrière un petit peu pour s'évader du sujet. Par contre, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que des avocats du droit du travail, maintenant, en fait, se servaient du RGPD, notamment de la notion de droit d'accès, etc., pour avoir accès à certaines données du salarié que, par exemple, l'employeur va conserver dans le cas d'une rétention d'informations en cas de conflit. Et du coup, ils vont se servir du RGPD en leur mettant un petit peu la menace au-dessus de la tête en mode attention, vous faites un droit d'accès, sinon, à un moment donné, je vais le signaler à la CNIL et c'est la CNIL qui va venir vous contrôler.
Donc, je sais que maintenant, c'est un outil qui est utilisé par les avocats du droit du travail. Ok, donc ça peut se retourner contre C'est ça. les employeurs, les gérants, mais en tant qu'employeur aussi sur certains aspects internes. Bon. Après, je ne vous recommande pas quand même de dénoncer votre employeur. Ne le faites pas à cause de moi. Faites-le si vous êtes parti. Rien ne garantit que vous ne seriez pas poursuivi derrière, même si normalement, vous avez une protection du lanceur d'alerte. Ok, je pense que c'est effectivement un sujet un peu spécifique qui demanderait à être creusé avec des juristes. Olivier nous demande que valent les plateformes de gestion de consentement type Acceptio, par exemple. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que derrière, est-ce que c'est vraiment solide? Alors, a priori, dans les solutions les plus retenues, globalement, qui sont les plus dans les clous, il y aura Acceptio, et sinon, il y a Tarte au citron, qui est recommandé par la CNIL aussi, qui est un petit peu moins, esthétiquement, un petit peu moins sympa qu'Acceptio sur son interface. Mais a priori, ils sont plutôt pas mal, notamment sur les histoires de preuves, avec des histoires de tokens, etc. Donc, on est plutôt pas mal. Ça permet d'éviter d'avoir à développer son propre outil en interne, ce qui peut être un petit peu des fois compliqué. Julien nous dit Acceptio est aussi assez complet. Fait pas mal de choses. Oui, non, c'est les deux gros qui ressortent sur le marché, Acceptio et Tarte au citron. Ok. Super. Bon, si tu devais résumer, alors, Camille, comment on fait pour vraiment faire du RGPD un outil de performance? Anticiper vraiment anticiper, communiquer, être communicant, vraiment mettre en avant que vous êtes respectueux de la vie privée et surtout rebondir autour de ça, parce que vous répondez à votre obligation légale, mais ça vous permet de faire de la communication un petit peu autour de ça. Il suffit d'être un petit peu créatif, un petit peu imaginatif, et je pense qu'il y a de moyens de faire des choses intéressantes. Vraiment collecter le consentement quand il est applicable, parce que ça, c'est vraiment le truc. La sollicitation commerciale, c'est vraiment le truc qui vaut des réclamations auprès de la CNIL et les gens sont très frileux. Personne n'aime se faire harceler de mails, de coups de fil ou autres sans savoir pourquoi. Protégez votre site. Soignez votre site internet, ça c'est vraiment le conseil que je peux vous demander. C'est vraiment la couverture de votre livre et si on sait que le site n'est pas terrible, on se doute de comment ça se passe derrière. Définissez bien les acteurs avec qui vous échangez des données. Vraiment, identifiez bien, je travaille avec un tel. Est-ce que c'est mon donneur d'ordre? Est-ce que je suis son sous-traitant ou non? Vraiment, bien identifier ça, sécuriser. Vraiment, la sécurité, c'est ça un des piliers maintenant des contrôles de la CNIL, surtout avec les rançongiciels qui tombent à foison depuis 2 ans. Et c'est jamais trop en dehors des données personnelles, c'est toujours aussi sécuriser un peu votre activité. Ça peut vous éviter de mettre la clé sous la porte. En ce moment, on voit beaucoup d'établissements, d'hôpitaux, de collectivités territoriales qui se retrouvent out à cause de rançongiciels. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Documenter, effectivement. Documenter. Sachant que sur la documentation, il n'y a pas de documentation exhaustive, vous avez des prérequis, mais vous pouvez insérer dans votre documentation tout ce que vous jugez pertinent, tout ce qui pour vous semble justifier que vous êtes RGPD conforme, donc vos mentions légales, vos contrats, votre registre, vos mesures de sécurité, tout ce que vous jugez un petit peu utile. Super. Merci Camille, c'est très riche. On partagera avec ton accord la présentation aux personnes qui étaient là aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous voulez approfondir les sujets par rapport à votre activité, à votre entreprise, Camille est bien sûr à votre disposition. Vous la trouverez sur LinkedIn et on partagera ses coordonnées en direct, par mail aux participants en plus de la présentation. On partagera aussi le lien des solutions cookies. Voilà, les différents liens, les différentes ressources seront aussi communiquées. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. Merci Camille pour ce temps. Merci Guillaume. Cette belle expertise que tu nous as partagée sur le RGPD. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Digitalk avec Guillaume Etlin qui viendra nous parler des étapes pour réussir sa stratégie digitale. Donc, un sujet qui là aussi va, je pense, intéresser de nombreuses entreprises et de nombreux entrepreneurs. Je vous dis à très vite. Très bonne journée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.